On va parler de changement climatique aujourd'hui et notamment de l'impact que ça va et que ça a déjà sur nos secours, sur l'organisation de la sécurité civile. On va dépasser aussi un peu les frontières de la France, parce que quand on parle de climat, forcément, les frontières, ça ne représente plus grand-chose. Donc on ira voir un petit peu cette organisation au niveau de l'Europe et internationale également. Ces effets climatiques, ça fait des années que les scientifiques nous alertent sur les impacts de ce changement climatique. Aujourd'hui, il est difficile de ne plus les voir puisque les effets se font déjà ressentir un peu partout dans le monde de façon différente. Mais ça, on va voir justement un petit peu comment. Alors pour parler de tout ça, je vous présente donc nos intervenants et intervenantes, que je remercie d'être ici. Je vais commencer par vous, Isor Marion. Vous êtes chargé de mission risque climatique à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ensuite, tout de suite à ma gauche, le colonel Christophe Perret. Vous êtes sous-directeur de l'action internationale à la Direction des affaires européennes et internationales du ministère de l'Intérieur. Vous nous parlerez de cette direction qui est assez jeune finalement, et ce sera intéressant de savoir quel est son objectif. Je vais dans l'autre sens maintenant. Stéphane Voisin, vous êtes directeur national opérationnel des missions de sécurité civile pour la Fédération française de sauvetage et de secourisme et vice-président de cette fédération également. Le médecin colonel Norbert Bergigna, vous êtes vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et je termine par vous, Sylvain Mondon. Vous représentez Météo France. Et je termine par vous parce que c'est vous qui allez commencer. Vous allez nous faire, pour introduire donc cette table ronde, un état des lieux, un petit bilan. Vous allez nous mettre un peu à plat là, toutes ces informations dont vous disposez chez Météo France et qui concernent cette évolution du climat, de l'impact que ça peut avoir. Je vous laisse la parole. Merci Sylvain. Donc je vais effectivement planter un peu le décor en fixant quelques idées, mais je vais pas vous mettre sur la table toutes les informations qu'on a parce que sinon on y passerait la journée, la semaine et même l'année. Le GIEC fait ça depuis plus de 30 ans et produit des volumes de 3000 pages, donc c'est pas à ma portée et ça sera peut-être un peu trop et pour le coup il faudra vraiment venir au secours de l'assistance. Donc on va faire un petit focus sur l'Europe et sur la France. Donc l'Europe, le réchauffement climatique en Europe, si on le résume à un chiffre, c'est plus 1,3 degré de température depuis l'ère pré-industrielle. Comme tous les continents, c'est un peu plus que la moyenne terrestre, puisque les océans se réchauffent moins vite. La moyenne terrestre, c'est plus 0,8. Donc comment ça se manifeste en Europe ? On peut prendre quelques exemples. Vous vous souvenez des inondations en Allemagne il y a quelques mois ? Et typiquement, sans jouer à se faire peur, c'est le type d'inondation qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qu'il faut s'attendre à voir de temps en temps. Et puis de plus en plus souvent, la canicule de 2003, c'est pareil. C'est quelque chose qui commence à s'estomper dans les mémoires, la canicule de 2003. Mais pour les personnes des âges de... Sauf peut-être Madame Marion, qui était un peu jeune en 2003. Mais c'était quelque chose de traumatisant. L'année 2003, c'est une année donc particulièrement chaude, un été particulièrement chaud, qui reste dans nos mémoires aujourd'hui, mais qui sera une année standard dans 30, 40 ans, 50 ans. Donc une année standard, c'est une année sur deux. Donc quand on a souvenir des conséquences de cette canicule sur l'organisation des différents systèmes, notamment de soins ou de secours, à ce moment-là, on se dit qu'il y a quand même des choses à faire pour être prêt à faire face à ça de manière régulière dans ces quelques décennies. Et c'est pas beaucoup de temps qui nous reste pour faire face à ça. Alors au niveau européen, il y a plusieurs types d'impacts qui existent. On peut découper l'Europe en trois. Sur l'Europe du Nord, on s'attend à des précipitations et des tempêtes plus intenses, mais ça ne concerne pas la France en fait. La France, elle est concernée par les deux autres catégories d'impact. Il y a la zone méditerranéenne qui englobe le quart sud de la France. Et entre la Manche et la zone méditerranéenne, il y a une zone d'impact qui est à peu près identique à l'ensemble de l'Europe, donc sur ces continentales. Donc sur ces deux zones qui concernent la France, sur la partie méditerranéenne, on s'attend donc partout on s'attend à des températures plus chaudes. Sur la zone méditerranéenne, on s'attend à des sécheresses beaucoup plus intenses, à des risques de feux de forêt beaucoup plus intenses et à des précipitations plus faibles. Mais des précipitations plus faibles en moyenne toute l'année, qui est un petit peu paradoxal avec ce que je vais vous dire juste maintenant, c'est qu'on s'attend aussi à un nombre d'épisodes précipitants
de plus de 200 mm en 24 heures plus important. Donc il pleuvra en moyenne moins, mais il y aura plus d'épisodes fortement précipitants. Donc ce qui veut dire que la moyenne ne veut pas tout dire. C'est comme pour la température. On a une température de plus 1,3 degré, une hausse de température de plus 1,3 degré, ça paraît pas beaucoup, mais pour le Grand Nord canadien, c'est plus 4 degrés, plus 5 degrés. Donc c'est beaucoup, plus 5 degrés en moyenne sur l'année. C'est des villages construits sur des zones gelées toute l'année qui dérivent petit à petit dans les zones littorales. Donc c'est ça que ça veut dire pour ces populations-là. Donc il faut aussi avoir conscience qu'au niveau européen, on est dans les latitudes tempérées et on est dans les zones finalement les plus préservées par ces effets. Et malgré tout, c'est déjà important pour nous. Donc imaginez les autres zones. Donc la zone dont je n'ai pas parlé, donc entre le quart sud et puis la Manche, elle sera essentiellement soumise à une augmentation des températures, mais aussi des précipitations moyennes, avec donc des risques consécutifs aux précipitations qui sont les inondations plus importantes, d'où l'exemple tout à l'heure. Alors l'exemple allemand et Benelux, il est un peu caricatural, hein, n'imaginez pas que dans 10 ans, il y aura ça tout le temps partout. C'est pour fixer les idées. Hein. Et puis tout ça sera progressif. On est sur des fluctuations à la hausse, mais qui ne cessent d'augmenter. Donc ce que je viens de répéter, de dire là, en fait, ça n'est que répéter les messages que le GIEC en fait a commencé à formuler en 91 dans son premier rapport et à affiner petit à petit. Et dans le dernier rapport du GIEC, donc le volume 2 qui est sorti au mois de mars, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, ces éléments sont précisés et on peut rentrer dans le détail avec des focus complets au niveau européen. Et donc la question qui se pose au niveau des secours, puisque on est quand même ici pour parler de ça, quelles sont les conséquences ? Eh ben, si on regarde la dimension secours sous l'angle réaction à une catastrophe, il y a des éléments qui sont de type catastrophe, donc à survenue rapide, et puis des éléments à survenue lente. Si on intègre le fait que la période de sécheresse va durer plus longtemps, enfin dure plus longtemps et va continuer à durer plus longtemps, la période de vague de chaleur et de canicule, c'est pas tout à fait la même chose, va durer plus longtemps également. La conjonction des deux, plus des fortes précipitations, peut se retrouver avec des besoins de secours concomitants plus fréquents. Et ça, c'est un impact important, parce qu'on n'est pas forcément dimensionné pour ça aujourd'hui. Et même si on est dimensionné pour ça, on n'est pas forcément organisé toute l'année pour ça. Donc après ça, c'est plus dans nos mains, hein, c'est dans les mains des autorités publiques, c'est dans les mains de la protection civile, c'est dans les mains des professionnels du secours. Nous ici, à Météo France, on examine les données scientifiques à partir des modèles de projection climatique pour alors dire, attention, le climat qu'on connaît, c'est déjà pas celui d'il y a 30 ans et c'est encore moins celui dans 30 ans. Donc on ne peut pas considérer que ce qu'on a dimensionné à partir du climat il y a 30 ans, on ne peut pas supposer, sauf à jouer au loto, que ça sera le même niveau de pertinence dans 30 ans. Donc il y a des choses à faire. Et c'est aussi pour ça que donc, le préfet Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise, a sollicité Madame la PDG de Météo France, Madame Schwartz, pour travailler à ses côtés sur qu'est-ce que ça sera demain, à quoi il faut qu'on s'attende, à quoi il faut qu'on se prépare. On a eu des tensions sur l'usage de moyens avec des périodes de feux de forêt concomitantes entre pays riverains de la Méditerranée. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à plus de choses comme ça dans les prochaines années ? Donc on a lancé un travail important, il a lancé un travail important dans lequel on l'a accompagné. Et je suppose que Madame Marion parlera tout à l'heure. Alors effectivement, et juste, je voudrais qu'on en avait parlé quand on a préparé un peu cette table ronde, qu'on revienne sur peut-être un fantasme. Alors c'en est un fantasme pour certains, mais c'est plutôt une fausse image en tout cas des risques, puisqu'on entend parler aujourd'hui quand on parle de changement climatique, on pense à ces méga feux, ce qui s'est passé en Australie. Est-ce que la France est concernée par ce genre de risques ? Alors, il y a deux sujets dans les méga-feux. Il faut déjà avoir une méga-zone avec plein de combustible. Alors, la France n'est pas l'Australie. On n'a pas les mêmes espaces, on n'a pas les mêmes territoires, on n'a pas les mêmes végétaux. Par contre, la combustion, c'est la même. Hein. Mais donc, il y a ce premier point qui est la disponibilité du combustible. Alors, sur cette question, alors le méga-feu, certes, il attire l'attention. On n'aura pas les méga-feux d'Australie en France. Il ne faut pas se représenter le changement climatique comme ça. Par contre, le combustible, il est clair qu'avec les épisodes de sécheresse qui vont augmenter, enfin les périodes de forte sécheresse
qui vont passer de 2 à 4 mois, 2 à 4 mois de l'année dans certaines régions, et même en moyenne sur la métropole, le dépérissement des espèces végétales, on voit le stress hydrique des espèces végétales va augmenter. Et donc du coup, le combustible brûlera mieux puisqu'il aura moins d'eau. Donc tout simplement, c'est très basique. C'est nos amis de l'INRAE et de l'ONF qui font ces projections-là, qui les branchent derrière les nôtres. Donc le végétal sera plus facile à brûler, mais ça vaut aussi pour les. Donc là, je parlais de forêt, donc les végétaux, on va dire naturels, mais il y a aussi les végétaux cultivés. Aujourd'hui, une problématique émergente depuis sur la décennie, là, c'est les feux de récolte. Les feux de récolte dans le nord de la France. Et les feux de récolte dans le nord de la France, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, le blé qui est sec, ça brûle très très bien. Il n'a pas besoin de beaucoup d'étincelles pour que ça prenne feu. Mais éteindre des feux de récolte, on n'est pas forcément préparé à ça. Ça prend des moyens à des endroits où on n'est pas forcément. Alors, des méga feux de récolte, peut-être, mais ça ne sera pas l'Australie. Merci. Alors du coup, effectivement, je vais me tourner vers vous, Isor Marion. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, chargé de mission risque climatique à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Rien que l'intitulé de votre poste montre que la Direction générale s'est emparée de ce sujet et depuis un moment. Dites-nous justement un petit peu quels sont les objectifs de votre mission à vous et surtout comment la DG aujourd'hui s'investit dans ce domaine. Je sais. Oui, si, ça marche. Pardonnez-moi. Je découvre les micros. Donc, comme vous le disiez, la problématique des risques climatiques et naturels est comprise par la DGSCGC depuis un certain temps déjà. Il faut savoir que moi, je m'inscris dans un bureau qui est spécialisé sur l'analyse des risques au général et moi sur les missions risques climatiques tout particulièrement. Mais on couvre tous les risques majeurs qui peuvent nous intéresser. Et justement, je vais revenir sur ce que présentait Sylvain à l'instant, sur le travail lancé, et la démarche surtout prospective lancée par le préfet Alain Thirion, qui regroupe en fait 10 groupes de travail thématiques, donc qui couvrent à la fois tous les risques qui peuvent subir le changement climatique ou qui en sont dépendants, ou en tout cas sur lesquels les effets vont se répercuter. On parle beaucoup d'effets dominos, mais également du coup des thématiques plutôt... Une approche transversale, plus zonale, donc pour l'Europe et pour les Outre-mer. Il ne faut pas les oublier non plus dans ces évolutions du climat et les conséquences qu'elles auront. Donc, vraiment, je vais insister sur le groupe de travail qui a été monté, parce que ça fait 1 an donc, que les équipes de Météo France sont mobilisées sur le sujet pour nous établir un peu le diagnostic climatique. Comme le disait Sylvain, on en tire les conséquences pour la sécurité civile, pour les actions au quotidien. Et là-dessus, l'objectif était d'établir des recommandations qui vont nous aider d'ici à 2050 d'adapter la réponse de la sécurité civile à ces évolutions. Donc le but étant quand même d'anticiper au maximum les conséquences et de se donner les moyens de se transformer lorsque ce sera nécessaire. Donc voilà, pour mes missions, c'est vraiment... moi, ça va être que les parties climatiques et on fait beaucoup de domaines... avec Sylvain, on travaille de manière très rapprochée, notamment sur les questions de vigilance, pour ne donner que cet exemple. Mais voilà, le groupe de travail sur le changement climatique, ça a occupé l'ensemble des services de la DGSCGC, mais également les services de Météo France, d'autres opérateurs de l'État. On a fait participer des services d'incendie et de secours, les états-majors des zones, pardonnez-moi. Donc voilà, c'est beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués dans ces réflexions. On est sur une centaine de contributeurs et des travaux qui arrivent gentiment à leur fin avec un arbitrage qui ne ferait plus tarder sur les actions à mettre en place d'ici 2050. Donc on est vraiment sur une feuille de route pour les 30 prochaines années sur ces sujets. Et justement, alors, mais concrètement, quels sont ce type d'actions, vers quoi ça va découler en fait? Parce que c'est toute la question de l'anticipation. Enfin, aujourd'hui, on commence à voir les effets. On a un modèle de sécurité civile qui est ce qu'il est, qui a une histoire. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de changer ce modèle? C'est de s'adapter? C'est comment, voilà, vers quoi on va concrètement? Alors sur les recommandations d'elles-mêmes, vraiment je ne m'avancerai pas parce qu'elles n'ont pas été arbitrées, donc c'est pas à moi d'en parler aujourd'hui. Pour autant, on va sur de l'adaptation, parce que sur certains domaines, c'est vraiment juste... Oui, de l'évolution qui sera nécessaire. On parlait tout à l'heure de tension capacitaire parce qu'il y aura moins de saisonnalité de certains aléas, feux de forêt, ça s'étend, les inondations qui gagnent, on va dire, du terrain, et du coup une concomitance des crises également qui feront que les équipes ne pourront pas être mobilisées partout, en tout cas dans l'état actuel des choses.
les moyens ne permettent peut-être pas d'agir sur ce qui serait les scénarios de demain avec des crises au sud, au nord et en Europe en parallèle. Donc là-dessus, il y aura peut-être des décisions à prendre sur effectivement les moyens dont dispose la sécurité civile. Et au-delà de ça, il y aura peut-être des changements de paradigme à opérer sur des risques qu'on ne soupçonne d'ailleurs peut-être pas aujourd'hui, parce que dans l'atténuation, on va parler français, des effets du changement climatique, il y a quand même beaucoup d'énergie bas carbone qui émergent et qui aujourd'hui, certaines ne seront pas connues, n'ont pas émergé, et on ne connaît pas nécessairement les risques qui interviendront ensuite, qui sont pas liés en soi au changement climatique, mais qui viennent en réponse à ce changement climatique, et ça fait partie des éléments soulevés par le GIEC dans le dernier rapport, par exemple. Oui, en effet. Alors ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on reviendra peut-être. C'est-à-dire, aujourd'hui, changement climatique, dans la tête de tout le monde, voilà, c'est inondation, pluie, feu de forêt, mais il y a aussi sûrement d'autres, vous en parliez de l'effet domino, de conséquences qu'on ne peut peut-être pas encore anticiper. Ce sera intéressant de se poser cette question, mais je voudrais aller voir nos opérationnels maintenant. Je vais commencer par vous, le docteur Berginia, vous représentez la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, forcément directement impliqué par ce sujet. Je sais que vous y travaillez, que le président de la fédération s'est déplacé, notamment en Australie, pour voir un petit peu de ses yeux ce qu'étaient ces méga-feux. Comment la fédération se prépare aujourd'hui à ce changement climatique et aux risques qui vont avec? Alors la fédération ne se prépare pas en elle-même, mais a des propositions, et on voit bien tout ce qui a été dit, que on a une augmentation des crises, que cette augmentation est en nombre, en intensité, elle s'intrique. Les risques sont plus isolés, sont plus sur un territoire, mais sur l'ensemble du territoire français. Et donc, il faut, à notre avis, vraiment avoir un portage politique contre ce combat. C'est un combat qu'on fait, là, il n'y a pas de diplomatie. Le changement existe, c'est plus du futur. Et il faut vraiment qu'on se mette en capacité. Et donc nous, ce qu'on propose et ce qu'on supporte, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience au niveau national de ce changement climatique et de tout ce que ça peut apporter. En étant médecin, il y a aussi tout le changement sur la population, des zones de sécheresse, des zones de disette, l'accès à l'eau potable, les feux qui dérèglent l'air avec des allergies, des crises d'asthme supplémentaires. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et c'est pour ça qu'on milite pour une vraie prise de conscience politique avec un ministère ou une interministérialité de la crise et de la gestion de crise qui soit importante, avec une école de sapeurs-pompiers qui intègre l'école nationale de service public pour que ça soit vraiment une école de réponse aux crises sécuritaires. Et pour être concret, et plus auprès des territoires, comme disait Madame, on avait des engins feu, des engins nautiques qui permettaient de répondre en saisonnalité à certains départements en renfort. Maintenant, on voit bien que sur des départements, notamment des départements du Nord, ces engins sont utilisés dans le département et à peu près toute l'année. On voit aussi un changement. Avant, les feux en France, c'était l'été. On a vu à partir de février-mars cette année des feux dans le sud de la France. Donc, il va bien falloir avoir une modification et une augmentation de notre parc capacitaire, avoir un investissement en moyens. Ça passe par des budgets dédiés au niveau des territoires, au niveau national. Et puis, ceux qui répondent en partie à la crise, et majoritairement, c'est les 250 000 hommes de la sécurité civile, les 197 000 volontaires sur le territoire, avec un peu plus de 610 000 casernes. Et si on ne renforce pas ces gens-là, si on continue à fermer des casernes, si on ne renforce pas le volontariat. Le volontariat en France, c'est 197 000 sapeurs-pompiers volontaires. En Pologne, c'est 260 000 pour 39 millions d'habitants. En Allemagne, c'est 1 million. Donc on voit bien que la marge est encore longue.
Et il y a des signaux faibles, mais par exemple la directive européenne sur le temps de travail nous soucie parce que au niveau européen et avec l'arrêt des Belges, L'arrêt Melzac. L'arrêt Melzac qui a été rendu il y a quelques années en Belgique, qui impose des repos de 11 heures. On voit bien que ça remet complètement en cause notre système de sécurité civile avec les volontaires. Alors, on aura peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Le colonel Perret prendra la parole à ce sujet-là tout à l'heure. Mais bon. Exactement. Et donc, voilà, ça, il va falloir aussi avoir un impact. Et puis, et je pense que ça, on pourra en discuter aussi avec nos confrères des autres associations. Il faut une vraie politique de sécurité publique ou de protection publique, parce que c'est un peu au niveau national et international, c'est plutôt la protection civile dont on parle. Une acculturation du citoyen, qu'ils apprennent les gestes et les comportements qui sauvent. Et ça, on est assez en retard en France là-dessus. Donc il faut un vrai portage interministériel, un peu comme la sécurité routière, qui est portée par tous les ministères. Il faut qu'en France, le citoyen soit vraiment acteur de sa protection civile. Est-ce que justement ce portage politique, comment vous le ressentez aujourd'hui? Je sais qu'hier vous aviez une grosse journée, notamment un grand oral où vous aviez invité tous les futurs, les candidats à la présidentielle. Comment c'est perçu? Est-ce que vous avez un retour à nous faire là-dessus? Comment vous sentez nos politiques sur cette question du changement climatique? Parce que on les entend toujours parler, effectivement, on sait que c'est un sujet électoral important, mais quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, dans celui qui concerne la sécurité civile, est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée à ça? Ou est-ce que, comme on est à des horizons 2050, c'est un peu loin comme échéance politique? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question vraiment, mais quel est votre ressenti en tout cas là-dessus? Comme vous allez dire, c'est du ressenti, mais en disant un vrai portage politique, il faut qu'on sorte des discours de Sainte-Barbe, en disant les sapeurs-pompiers, oui, ils sont gentils, on les aime bien et tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait un investissement et un portage politique. Après, il y a eu des propositions faites par divers candidats. Divers candidats portent la sécurité civile. Divers candidats, et je vous apprendrai rien, que les écologiques sont un petit peu plus sensibles que certaines autres tendances politiques. Donc, je pense que ça commence à venir. Ça commence à venir dans le paysage politique. Maintenant, c'est des actes qu'il faut, quoi. Et alors, rapidement. Je vais me tourner vers Stéphane, mais en même temps aussi vers vous. Et puis, tout le monde pourra peut-être répondre à cette question, mais on est aujourd'hui, on a un modèle d'organisation de la sécurité civile qui est celui qui est, comme vous l'avez rappelé, qui est basé énormément sur des volontaires et des bénévoles. Finalement, le taux de professionnels ou de militaires est assez faible. Est-ce que le changement climatique peut modifier ce visage de la sécurité civile, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il va falloir à un moment un renforcement capacitaire, il va falloir de plus en plus de monde, des qualifications peut-être différentes aussi, du matériel différent. Est-ce que le volontariat, le bénévolat répond à ça? Et est-ce que ça va, voilà. Ouais, alors Stéphane, peut-être tu peux répondre déjà à cette question, ouais. Alors je vais rebondir sur la présentation des pompiers de France. En revenant un peu en arrière, en 2004, sur la loi de modernisation en sécurité civile, où un objectif fort, c'était, alors je ne vais pas le dire les mots précis, mais c'était le citoyen était le premier acteur de la sécurité civile. Donc l'objectif était fort en 2004. Maintenant, on peut se poser la question aujourd'hui, 2022, où on en est par rapport à cet objectif. C'est un objectif, il a évolué puisque on a entre autres les réserves communales de la sécurité civile, qui est une porte d'entrée pour répondre à cet engagement. Mais en dessous, il manque la préparation des citoyens qui pourraient être l'acteur et surtout faciliter des gestions de crise qui parfois se compliquent parce que le citoyen n'était pas assez préparé. Donc je rejoins totalement à mon avis, ce premier point qui est quelque chose d'essentiel et auquel on doit travailler,
tous ensemble dessus, que ce soit, je veux dire, les associations de sécurité civile, les pompiers de France et maintenant les nouvelles réserves que les IS pourront faire auprès des citoyens. Donc ça, c'est un point essentiel. Ensuite, nous, les associations agréées de sécurité civile, puisque en France, on parle d'association de sécurité civile, et en Europe, on parle plus de protection civile au niveau mondial, mais c'est que de la sématique dessus. Aujourd'hui, nos bénévoles représentent 70 000 à 100 000 bénévoles si on inclut les réserves communales et les comités feux de forêt, qui est un vrai vivier. Je pense que la difficulté qu'on aura forcément de plus en plus dans quelques années, et ça rejoint le volontariat des sapeurs-pompiers, c'est la ressource humaine, puisque cette ressource humaine, jusqu'ici, alors les catastrophes, les feux de forêt essentiellement dans le sud, les inondations violentes également, et notre principe, quand c'est des événements qui durent quelques jours, ou quelques heures, comme les naufragés de la route ou l'évacuation de camping sur les feux de forêt, donc c'est quelques heures ou quelques jours, on rebondit avec nos réseaux bénévoles, et sur des missions qui durent plus longtemps, essentiellement sur les grandes inondations, que ça soit, on commence par de l'accueil de la population d'urgence, de centres d'hébergement, et après cette phase de retour à la vie normale sont chronophages et demandent beaucoup de ressources humaines pour assister et aider la population sinistrée à retrouver une vie normale. Jusqu'ici, notre mode de fonctionnement, en reposant sur des bénévoles, c'est que quand c'est local, eh bien c'est l'ensemble d'un département où les bénévoles vont trouver, gérer des moyens d'agir pour se mettre à disponibilité, quitte à, avec l'accord de l'employeur, de ne pas aller travailler une journée, 2 jours, ils arrivent à fonctionner comme ça. Et quand c'est des opérations qui durent très longtemps pour le retour à la vie normale, eh bien on travaille, je dirais souvent, inter-département, inter-région, voire des bénévoles qui se déplacent de toute la France sur des terrains qui durent plusieurs semaines pour le retour à la vie normale. Donc ça va quand ça arrive une fois dans l'année. 2 fois, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, pour reprendre les propos de Sylvain, c'est si ça arrive de façon beaucoup plus récurrente. Tout à l'heure, j'ai bien entendu la partie inondation, et on peut penser aussi aux crues centenales, je pense qui sont des vrais sujets, et qu'on s'interroge quand est-ce qu'ils vont revenir. On sait qu'ils vont revenir, mais quand, on ne sait pas. Et je peux penser par exemple aux inondations de la Loire, de la Seine, etc., et tous les impacts qu'il peut y avoir dedans. Donc forcément, la ressource humaine va être quelque chose de compliqué si ça revient de façon beaucoup plus fréquente, et on s'attend à cela. Et après, sur la partie matérielle des associations agréées de sécurité civile, jusqu'ici, c'est que le mode économique des associations était fondé sur, et ça c'était aussi la modernisation de la sécurité civile, où on nous a donné l'État a donné la possibilité aux associations où seuls les ASC pouvaient faire des DPS, des missions de sécurité civile, pour financer le mode économique des associations. Et en échange, la contrepartie de l'État était de façon uniquement sur les frais engagés, de répondre aux missions en renfort des secours publics et des collectivités sur le soutien à la population. Or, s'il y a de plus en plus de missions, à un moment donné, le mode économique est plus au retour. Donc, je peux rejoindre les Pompiers de France en disant qu'il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience sur ce mode économique qui est forcément à repenser pour pouvoir durer dans le temps, et surtout sur les nouveaux enjeux de demain et qui s'approchent. Et on sait que c'est déjà là, mais ça peut que s'amplifier, quoi. Merci. Donc du coup, on va aller élargir un petit peu le cercle de notre discussion. On était là sur des considérations assez franco-françaises. Le colonel Christophe Perret travaille au sein de la DAEI, la Direction des Affaires européennes et internationales, au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter donc cette direction et nous expliquer en fait aujourd'hui comment vous représentez la sécurité civile au sein de l'Europe, quels sont les enjeux aussi qui se portent au sein de votre direction et sur ce sujet des changements climatiques et de l'adaptation de notre modèle de sécurité civile. Merci Sylvain. Alors je précise, je suis colonel mais pas du corps des sapeurs-pompiers, puisque je suis colonel de gendarmerie.
Mais j'ai aussi l'honneur de représenter les intérêts de la sécurité civile parmi d'autres fonctions dans ma direction, qui est une petite direction d'une 40aine de personnes qui a été créée en octobre 2020 pour définir et piloter des axes stratégiques pour le ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de la conduite qui fait face à l'événement, avec beaucoup de surprises d'événement en événement. Mais ces événements et puis tout le travail législatif que mène le ministère de l'Intérieur doivent être accompagnés, anticipés aussi et expliqués au niveau européen et international. Et donc, on a besoin de voir à horizon 3, 5, 10 ans. Et on était jusque-là pas vraiment capable de le faire à l'intérieur, d'où ce développement de cette direction qui reste petite parce qu'elle est là pour s'appuyer sur l'expertise des directions générales et notamment la DGS-CGC qu'elle n'a évidemment pas vocation à remplacer, y compris dans ses aspects internationaux et européens. Donc c'est une forme, pour être très bref, c'est une forme de start-up administrative. En fait, on travaille avec tous les services et les directions du ministère de l'Intérieur. On n'est pas un échelon intermédiaire entre eux et le politique, mais on crée une forme d'émulation autour des enjeux européens et internationaux. Et alors, en matière de sécurité civile, dès qu'on a commencé, il y en avait des très importants. Pour rester sur ce qui nous concerne, sur le changement climatique, au niveau européen, je vois deux enjeux qui sont majeurs et sur lesquels on a beaucoup travaillé. Ce sont des enjeux de moyens, des moyens matériels et des moyens humains. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à l'Europe, moi je suis un Européen convaincu, sinon je ne travaillerais pas là où je suis, et souvent on ne sait pas trop ce que fait l'Europe. S'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'en matière de changement climatique et d'organisation des secours, c'est d'avoir abordé la logique du film Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur un site de streaming très connu, où personne ne veut lever la tête pour regarder l'astéroïde qui va venir détruire la Terre. La Commission européenne et les services, il y a quelque chose qu'ils ont bien fait depuis longtemps, c'est de regarder autour d'eux pour savoir ce qui se passait en termes de changement climatique et comment il fallait organiser le secours. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, le MPCU, qui est la première forme de regroupement capacitaire, a été créé en 2001. C'est donc déjà assez vieux à l'horizon européen. Et il vient d'être rénové en 2019. Et en 2019, on lui a ajouté une logique de moyens en créant Rescue, alors en français on dit Rescue, mais Rescue qui est un mécanisme non seulement de mise en commun de moyens, mais aussi d'achat par l'Europe de moyens. C'est-à-dire que la Commission européenne, maintenant, peut acheter des avions et les mettre à disposition des autres États membres au sein du territoire d'un État membre. Et je donne en mille quel va être le premier État à en bénéficier, avec 2 avions achetés, 80% par la Commission, 20% par la France. C'est nous, évidemment. Évidemment, c'est là où je voulais en venir. Donc, je reviens sur mes 2 enjeux, logique de moyens, logique de moyens matériels et logique de moyens humains. La logique de moyens matériels, elle est majeure parce que le changement climatique, comme vous l'avez dit, le changement climatique implique des tas d'événements différents les uns des autres, massifs, impromptus, à tout endroit de l'Union européenne. Et autant nous, on va être, avec les États du Sud, très concernés par les feux de forêt, et que l'Allemagne va être très concernée par les inondations, comme on l'a vu récemment, mais ça n'empêche pas que nous aussi, on aura des inondations, et l'Allemagne aussi aura des feux de forêt. Donc l'idée de l'Europe, que la DGS-CGC a particulièrement soutenue dans les travaux préparatoires, c'est de dire sanctuarisons des moyens qui sont très coûteux dans un endroit de l'Europe où ils seront le plus utiles, mais en les mettant à disposition de tous les États membres. Et c'est le projet Nemosus, qui est sur la base de Nîmes-Garon, qui est financé à 85% par l'Union européenne, où on va créer une forme de centre d'excellence feu de forêt qui pourra bénéficier à toute l'Union européenne et même au-delà. Et après, l'idée, c'est de dire, pourquoi ne pas créer un centre inondation en Allemagne ou en Pologne, des centres de spécialité qui vont servir au bénéfice de tout le monde. Ça permet de répondre à la logique de moyens. On ne peut pas tous se permettre d'avoir tous les moyens qui seront nécessaires demain pour le changement climatique. La deuxième logique, c'est les moyens humains. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, nous sommes tous confrontés au fait qu'on ne peut pas avoir des forces de sapeurs-pompiers permanentes, professionnelles,
massive pour répondre à tout. C'est pas possible. On peut pas non plus dire, on peut s'appuyer les uns les autres. On peut dire, on va faire venir des renforts, français en Grèce, des renforts allemands en France, etc. Mais ça, c'est assez ponctuel. Il nous faut être capable de réagir au jour J face à un événement massif sur lequel on a eu 48 heures de préavis avec des conséquences qui ne sont pas d'ailleurs forcément liées au changement climatique. Je pense au risque industriel qui peut être généré par le changement climatique. Un accident, on l'a bien vu au Japon. Donc, il faut être capable de monter en puissance très vite. Et cela, ça se fait en fonction des États par différents moyens. Chez nous, c'est le volontariat. Et le milieu associatif, ne l'oublions pas. Dans d'autres pays, ça va être un engagement citoyen différent par une mobilisation de la population sans forme de volontariat. Il y a tout un tas de systèmes en Europe. Le problème, comme vous l'avez souligné, c'est que on peut se retrouver confronté avec ces systèmes-là à une logique de temps de travail, parce qu'évidemment, on les indemnise, ces gens-là. Tous ne les indemnisent pas, mais nous, on le fait. Et on est obligé, bien sûr, de le faire. Et donc, pour éviter que le droit européen ne vienne contrecarrer la volonté politique, puisque la volonté politique, au sein de l'Union européenne, c'est de soutenir l'engagement citoyen. C'est évidemment conforme à toutes les règles de l'Union européenne, c'est dans le sens de l'histoire. Et puis, la Commission, par exemple, est très fan, est une grande fan du système français, parce que c'est un système historique, c'est un système qui fait ses preuves, qui est réactif à tout. Nous, on voit toujours les problèmes qu'on a chez nous. Mais je peux vous dire qu'à Bruxelles, moi qui suis extérieur à la sécurité civile, à Bruxelles, ils nous adorent. Et puis, il n'y a aucun État européen qui dirait « Ah non, le système français, il faut le mettre à bas. » C'est pas... Non, au contraire. Donc, il faut que la volonté politique montre aux juges que le volontariat, que l'engagement citoyen, c'est une règle commune de l'Union européenne et qu'il faut en cela la respecter. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Sur demande du président de la République, qui avait au congrès de la FNSP dit qu'il souhaitait une initiative citoyenne sur la protection civile en Europe, eh bien nous avons obtenu au début du mois, le 3 mars, des conclusions du Conseil. Conclusions du Conseil, c'est quoi ? C'est les 27 ministres de l'Intérieur qui ont fait endosser au nom de l'Union européenne une déclaration par laquelle ils disent le changement climatique en matière d'organisation de secours, ça va avoir telle et telle conséquence, et que nous devons nous organiser en poursuivant la logique de moyens dont j'ai déjà parlé, en poursuivant le partage des connaissances par un nouveau réseau Knowledge Network qui a été créé et sur lequel la DGSCGC mise beaucoup, et par la reconnaissance de l'engagement citoyen sous toutes ses formes, y compris le volontariat, que nous avons bien mis dans le texte, cité. Voilà. Ce qui fait que maintenant, nous avons un portage politique au niveau européen qui dit l'engagement citoyen et le volontariat sont des éléments fondamentaux de l'organisation des secours en Europe pour faire face au changement climatique. Voilà. Et cela, quelles que soient les suites qui pourront être données à l'interprétation de textes, tout le monde devra en tenir compte, y compris le juge. Pardon si j'étais un petit peu long, c'est la passion. Pas du tout. Je pense que c'était vraiment intéressant de faire ce point-là. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on continue. Aujourd'hui, on sait que la France elle prend la présidence de l'Union européenne. Est-ce que c'est justement l'occasion de pouvoir faire passer ces messages-là ? Voilà, qu'est-ce que ça permet cette présidence à ce sujet ? Alors, notre présidence, évidemment, elle est très ambitieuse, parce que c'est la France, on a toujours des grosses ambitions, et elle est ambitieuse sur tous les sujets. On a des sujets sécuritaires purs, on a des sujets organisation de l'État, je parle juste pour l'intérieur, et évidemment, on a des sujets sécurité civile, dont les conclusions du Conseil, dont je vous ai déjà parlé. Notre logique dans cette PFUE, sur les enjeux de sécurité civile, ça a été de dire il faut que nous fassions un coup complet. Parce que la sécurité civile, ça va du citoyen volontaire aux pompiers professionnels sous différents statuts, militaires, civils, avec un encadrement au niveau organisation de l'État. Et donc, au niveau européen, il faut vraiment qu'on développe tous les aspects de la sécurité civile, du politique au tactique. Donc, sur initiative en général de la DGSCGC, avec notre appui, nous avons, et d'ailleurs avec aussi l'appui de la Fédé que je salue, nous avons développé tout un programme de sécurité civile
qui a commencé par le politique et qui va s'achever par le citoyen. Je prends plusieurs exemples du calendrier. Alors quand je dis que ça a commencé par le politique, non, pas tout à fait. Ça a commencé justement par le tactique, un atelier de travail sur les incidences du changement climatique qui a été organisé par la DGCGC en février. En février aussi, nous avons tenu un conseil informel justice et affaires intérieures, c'est-à-dire les ministres qui se réunissent, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, ils se réunissent de manière informellement. On l'a fait de manière informelle. On l'a fait à Lille. Ça n'a d'informel que le nom, hein. Il y a le président de la République qui est venu leur parler. Mais c'est là où on a testé déjà l'idée, on avait déjà bien préparé, mais on a testé l'idée de conclusion du Conseil sur la sécurité civile. Pour que, un mois plus tard, ce soit adopté en 30 secondes. 30 secondes, les ministres il n'y avait plus aucun sujet, ils étaient tous d'accord avec notre proposition. Ensuite, on descend au niveau vraiment emploi des forces avec un séminaire d'interopérabilité qui aura lieu en avril. Donc pour travailler, parce que c'est pas le tout d'avoir la volonté politique, c'est pas le tout de reconnaître l'engagement citoyen des volontaires. Après, il faut que les gens puissent travailler ensemble, donc l'interopérabilité c'est majeur. Il faut aussi que les directeurs généraux et les directeurs se parlent, se connaissent, échangent, y compris sur la formation. Donc nous aurons une réunion des directeurs d'école suivie d'une réunion des directeurs généraux de la sécurité civile en mai. Tout cela, ça doit être mis en œuvre. C'est bien beau d'avoir échangé, mais il faut travailler sur le terrain. Donc il y a pour reprendre un mot que vous avez cité tout à l'heure, il y a un exercice domino. Vous imaginez tout de suite ce que ça veut dire, domino. Ça veut dire une cascade d'événements qui va se passer. Ça dure, je crois, pratiquement une semaine en mai. Et on terminera avec une initiative qui ne vient pas de nous, qui vient de la Commission, qui va organiser un forum de la protection civile à Bruxelles en juin. Donc un calendrier très chargé, qui est compliqué à tenir pour nous, mais qui se déroule très, très facilement. Et on a encore un événement, on espère bien pouvoir faire venir un commissaire à Nîmes très prochainement, un commissaire européen. Alors merci, et vous avez justement parlé de cet exercice domino. Je me posais cette question de savoir comment est-ce qu'on peut se préparer en fait à ces risques, à ce phénomène de changement climatique. Je ne sais pas si vous y réfléchissez au niveau de la direction générale. Comment clairement on peut, alors on l'anticipe, on fait des plans, mais est-ce qu'on peut y préparer les acteurs, le genre d'exercice? Peut-être qu'on pourra en dire un peu plus, vous, je sais pas, de cet exercice domino. Voilà, comment on se prépare concrètement à ce qui nous attend, quoi. Du coup, il y a vraiment déjà tous ces travaux qui visent à mettre en œuvre toutes les mesures qui seront nécessaires d'ici 2050. Donc là-dessus, on est quand même sur une révision opérationnelle de la stratégie actuelle. Après, il y a quand même tout le domaine prévention de la population, sensibilisation d'ores et déjà. Là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail, y compris par les opérateurs, Météo France entre autres, le changement climatique. Voilà, il y a quand même beaucoup de communication sur le sujet. Après, le citoyen acteur, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure de part et d'autre, je pense que le bilan que nous on fait à la suite de ce gros groupe de travail, c'est qu'il y a encore une belle marge de manœuvre, effectivement, et des gros travaux à amorcer en interministériel, parce qu'un ministère tout seul, ça n'a pas de sens finalement. Donc là-dessus, je pense qu'on a réellement une marge de manœuvre et encore du travail à aboutir, les leviers étant difficiles aujourd'hui à identifier finalement. Là-dessus, voilà, la prévention passera par la préparation du citoyen, mais il faut arriver à le sensibiliser, à le toucher sur les éléments un petit peu sensibles qu'on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui sur comment l'impliquer davantage. L'effet domino, alors c'est pas ma sous-direction et je n'oserais pas trop en dire, mais je pense que, en tout cas pour la suite des travaux, donc notre feuille de route, nous, à 30 ans, tous les travaux menés au sein de l'Union européenne, c'est un bel accélérateur et j'espère que ce sera un moteur pour les mesures plus nationales, justement sur la révision de la doctrine, sur la formation qui doit évoluer pour s'adapter à ces nouveaux risques, mais y compris pour la sécurité des intervenants. Donc là-dessus, je pense qu'il y a du travail à faire sur 30 ans, mais toutes les mesures déjà en œuvre et vraiment là, les 6 mois finalement de PFUE, je pense nous seront d'une grande aide pour impulser un vrai changement là-dedans. Je l'espère. Oui, j'allais vous donner la parole. Allez-y. Si je peux me permettre de compléter sur le comment on fait finalement, comment on fait maintenant, comment on avance, j'aurais envie de faire une référence au rapport 2022 de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC, qui est responsable de la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc ce rapport a été publié hier
Et il a une approche filière par filière qui donne des exemples. Alors, les filières économiques, mais aussi les domaines d'action publique, comme la sécurité civile, ils sont représentés. Et alors, pour la sécurité civile, c'est une présentation méthodologique de comment on s'y est pris collectivement pour mettre le sujet sur la table. Mais pour la filière lait, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui a des problématiques identiques, on a des exemples très concrets de comment on fait aujourd'hui, comment on peut avancer quand on est un producteur laitier. Et ça existe, hein, c'est pas demain, et ça existe depuis un certain temps. Et ce rapport de l'ONER, qui a une approche sectorielle, donne des exemples et qui donne à penser pour le transposer en fait dans sa propre domaine d'exercice. Et donc j'encourage vraiment chacun à aller voir cette publication qui est en accès libre sur le site de la DILA, l'ex-documentation française. Donc ce rapport, qui est un rapport au Premier ministre et au Parlement, donne plein d'exemples de comment on fait, comment je peux faire avec mes problèmes concrets dans mon secteur d'activité. Et pour en avoir lu une partie, je sais qu'un certain nombre sont transposables en fait de la formation des acteurs au quotidien, sur la connaissance des risques, sur l'adaptation qui peut être à la marge ou un peu plus radicale de pratiques. Tout le panel est là, l'anticipation, le fait d'avoir un modèle économique qui est pensé sur 30 ans, qu'on doit pouvoir amortir sur cette période, mais dans 30 ans, le climat ne sera pas celui d'il y a 30 ans. Donc, les durées d'exploitation de tel matériel peuvent ne pas être les mêmes. Ça vaut pour le matériel de sécurité civile aussi. Donc, c'est une autre manière de penser, en fait, et qui intègre ces aspects-là. Et qui ne présume pas que le climat d'aujourd'hui est stationnaire, parce que ce n'est pas le cas. On est dans un climat non stationnaire, et il faut intégrer ça dans la réflexion, en fait. Et alors, vous avez aussi utilisé un mot dans votre intervention, Isor Marion. Vous avez parlé de plus d'interministérialité. C'est aussi un chapitre sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce que on sait qu'aujourd'hui, voilà, la sécurité civile française, enfin pas la sécurité civile, plutôt le secours est d'un côté, la santé un peu de l'autre. On a deux ministères qui gèrent ces deux considérations. Je crois savoir que la Fédération des sapeurs-pompiers de France demande aussi un peu plus d'interministérialité. Est-ce que finalement ce changement climatique n'est pas l'occasion de rebattre aussi un petit peu les cartes et de décloisonner un petit peu aussi ce fonctionnement un peu en silo qui est le nôtre aujourd'hui? On complétera la réponse ensemble, mais nous c'est clair, on voit bien que les crises, même si elles ont un départ spécifique, donc ministériel, que ça soit santé, que ça soit environnemental du sujet d'aujourd'hui, on voit bien qu'elles impactent toute la société entière. Et donc, pour gérer un impact de la société entière, il faut de l'interministérialité. Il faut donc que nous, c'est vraiment notre pensée, mais c'est aussi des cris du terrain et du retour d'expérience. Il faut qu'il y ait une interministérialité, il faut que la direction générale de la gestion de crise soit au niveau interministériel, dans un format à développer, mais nous, c'est ce que nous poussons pour que elle ne soit pas teintée non plus de telle ou telle couleur et qu'il y ait une certaine retenue d'autres ministères pour travailler avec elle. Voilà, si c'est une interministérialité, c'est pas les pompiers, c'est pas le SAMU, c'est pas les associations, c'est pas le Météo France, c'est la France qui réagit à quelque chose en interministérialité avec les différents acteurs. Et je pense que avec les crises à venir, ce modèle-là doit vraiment être porté. Encore une fois, c'est vraiment un portage politique pour répondre à quelque chose qui est pas du futur, qui est là, quoi. Et comme disait le colonel, le changement climatique implique des crises, mais qui implique aussi des crises technologiques. Donc on voit bien que ça implique tout le panel de la société française. Ouais, effectivement, toute la démarche politique en elle-même, du coup, nous, on pousse vers ça dans nos recommandations. On ne pense pas qu'on puisse mener dans notre petit silo toutes les mesures qui s'imposent.
qu'effectivement les opérations vont vers plus d'assistance finalement, ce qu'on disait des terrains d'opération plus lointains, donc des missions plus longues, mais parfois juste pour la tempête Alex par exemple, des réseaux détruits qui font que nécessairement l'action en elle-même dure plus longtemps. Donc voilà. Et puis surtout les températures qui augmentent amènent aussi des grosses problématiques sanitaires. Donc en l'état actuel des choses, telles qu'on se projette les effets du changement climatique sur les missions de sécurité civile, on irait vers beaucoup plus d'assistance aux populations, qui n'est pas forcément notre cœur de métier. Et là-dessus, je pense que il va falloir qu'on réfléchisse en interministériel sur comment on revoit nos missions, comment on se les partage, mais parce qu'effectivement, j'abordais aussi la prévention. Sur mon domaine à moi, les risques climatiques, le ministère de la Transition écologique est voué à cette cause. Donc on ne peut pas travailler chacun de notre côté si on veut avoir des répercussions efficaces au bout du compte. Donc là-dessus, nous, c'est vraiment au cœur des recommandations et ce sera porté jusqu'au DG et jusqu'au ministre par la suite. Oui, juste pour compléter, c'est tous les ministères. Pour l'éducation de la population, ça passe aussi par l'éducation nationale, comme la sécurité routière. J'y reviens. Et c'est clair, il faut un portage stratégique en interministériel et après tactique dans chaque ministère. Un peu comme quand on va au combat, quoi. Et au niveau associatif, justement, est-ce qu'il y a aussi cette réflexion d'interministérialité qui se pose aujourd'hui ? On commence à entendre parler d'une volonté de passer d'une politique de sécurité civile à celle de protection civile. Tu le disais tout à l'heure, c'est de la sémantique, mais même la crise du Covid l'a montré aujourd'hui que finalement, une autorité de tutelle ne suffit peut-être pas toujours. Cette transversalité des ministères, elle est importante aussi chez vous, associatif ? Alors déjà, en reprenant le mot protection civile, dans l'esprit, c'est pour que le citoyen soit plus impliqué dans cette démarche que uniquement dans une politique d'État. Donc le mot protection civile est pour moi tout à fait adapté, j'irai à cette vision. Ensuite, le mot Covid est forcément, j'irai, un retour d'expérience, même s'il y a des retours d'expérience qui sont toujours en cours et il nous fera sûrement plusieurs mois ou petites années, j'irai, pour voir tout ce qui s'est passé sur le Covid. Mais si j'irai, c'est un exemple qui est très concret. Aujourd'hui, au niveau des ASC, je pense qu'on a travaillé pratiquement avec tous les ministères, y compris des ministères qu'on ne connaissait pas. Alors certes, il y a toujours une porte d'entrée où la DGSCGC favorise les liens pour répondre à ces ministères, mais on a travaillé avec des ministères qui sont l'outre-mer, par exemple, sur les étudiants qui avaient besoin de quarantaine avant de repartir sur la phase du premier confinement. Donc pour les ASC, c'est quelque chose qu'on ne les connaissait pas. Voilà. L'éducation nationale, on les connaissait, j'irais, à travers des gestes qui sauvent, par exemple, mais pas sur les tests massifs pour l'éducation nationale, où les ASC ont été un acteur important pour l'éducation nationale. Les ARS, on les connaissait en réunion, mais on n'avait jamais travaillé avec eux et on a été des supports très importants à côté des autres acteurs sur la partie, dans un premier temps, dépistage et sur la partie vaccination. Les affaires étrangères, aujourd'hui, sur la nouvelle crise qui commence sur l'accueil des personnes déplacées. Donc aujourd'hui, nos ASC, effectivement, sont en contact avec l'ensemble, je dirais, des ministères possibles. Donc on pense également que cette réflexion interministérielle est indispensable. D'ailleurs, mon association, on est membre du Conseil national de protection civile et on l'avait écrit il y a quelques années sur des lettres en termes de propositions. Donc c'est un vrai sujet que je rejoins, j'irai avec la DGSC et les pompiers de France et les autres intervenants. Merci. Colonel Perret, on a parlé beaucoup de l'Europe. C'est effectivement aujourd'hui la plaque la plus importante sûrement dans ces questions de sécurité civile, mais vous êtes aussi la direction des affaires européennes et internationales. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette vision extra-Europe, internationale des considérations là dont on parle, comment les autres pays qui sont hors Europe s'imprègnent de ces questions, et est-ce qu'on travaille nous aussi, la France, avec eux ?
Alors oui, Sylvain, on travaille beaucoup avec eux. C'est une part majeure de l'activité de coopération de la DGSCGC. Et on le fait à 2 titres, soit en bilatéral, soit aussi en tant qu'Européen, puisque l'Europe fait beaucoup de coopération internationale, ce qui nous permet aussi d'ailleurs de financer les moyens qu'on envoie, de les faire financer par l'Union européenne. Et alors, au sein de ma direction, c'est un travail que je fais avec beaucoup d'entrain, pas parce que j'aime ça, pour des raisons tout à fait pratiques, parce que c'est très vendeur. Pardonnez-moi ce langage un petit peu commercial, mais la diplomatie, c'est aussi ça. C'est vendeur parce que la sécurité civile a des caractères à l'international qui sont très sur la vague, in the mood, comme on dirait en anglais. Par exemple, le principe de subsidiarité. Principe de subsidiarité, c'est que les choses, les choses doivent être faites à l'échelon le plus adapté et, si possible, le plus près du terrain. Il y a un caractère de gouvernance aussi. De bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernance locale, il y a, dans notre système particulièrement d'ailleurs. Donc ce sont des choses qui passent très bien avec les outils de développement, avec les financements internationaux qui existent, etc. Et puis, et tout cela nous permet, c'est pour ça que je dis que c'était vendeur, tout cela nous permet d'entretenir des coopérations avec des États avec lesquels ce serait plus difficile de coopérer ou de faire valider une coopération au niveau politique pour des raisons de régime, pour des raisons de... Voilà. Et donc il y a des États... je ne sais pas si le micro fonctionne bien. Vous m'entendez bien? Oui. Il y a des États avec lesquels on développe des coopérations de sécurité civile assez fortes et qui sont les seules coopérations qu'on peut développer en matière de sécurité et de défense. Donc nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet de garder un lien étroit avec ce pays-là, quels que soient les événements qui s'y passent. Je ne peux pas prendre des exemples, mais vous comprendrez bien ce dont je veux dire. Ça peut être aussi des coopérations avec des États avec lesquels on s'est un petit peu fâché diplomatiquement, même si ça reste nos alliés. Je prends l'exemple de l'Australie. L'Australie, on fait plus trop, après l'affaire AUKUS, on fait plus trop de coopération de sécurité et de défense. Mais la sécurité civile est toujours active dans ses liens avec l'Australie, parce qu'ils ont des enjeux énormes, parce que nous, ça nous intéresse aussi, etc. Après, les enjeux internationaux, ce sont les mêmes. Que les nôtres. Hein. Le changement climatique, en matière de changement climatique, c'est pareil et c'est même pire. Je trouve que l'Europe, en termes de changement climatique, on est quand même préservé par rapport à d'autres régions du monde. Et ça, dans notre coopération de sécurité civile, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Et puis, il y a aussi des phénomènes qui... Enfin voilà, quand on nous parle des Vanuatu qui risquent de disparaître, l'outre-mer, ça nous concerne un peu aussi. Hein. On a quand même la Polynésie française, en termes avec ses milliers d'îles. On a la Nouvelle-Calédonie. Si on parle du risque forestier, on a quand même la Guyane. Alors ça ne flambe pas comme ça, la Guyane, c'est humide, mais il y a tout un tas d'impacts de changement climatique sur la forêt. Voilà, on a des territoires ultramarins qui sont très soumis au changement climatique et donc il nous incombe, non seulement on est intéressé pour développer des coopérations avec les États qui sont soumis aux mêmes problèmes, mais on a aussi une forme de responsabilité parce que on dit on fait beaucoup d'Europe parce qu'on est dans la région de l'Europe. Oui, ok. Mais en Amérique, on fait aussi de la coopération avec l'Amérique latine parce qu'on fait aussi partie de l'Amérique latine, avec la Guyane, avec les Caraïbes, avec les Antilles. On fait partie du Pacifique, avec nos îles. Donc on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe autour. Et voilà, on partage les enjeux. Voilà. Et je termine là-dessus. Sur l'international, après, on est soumis à une logique, je reviens sur ma logique de moyens, mais là on parle de limites. C'est-à-dire que la DGSCGC est très sollicitée pour son expertise, c'est la rançon du succès, partout. Donc c'est aussi notre rôle, en lien avec eux à la DAEI, c'est de donner un cap et de fixer des priorités, en disant, y compris aux politiques, en disant oui, ce serait bien d'aller là, effectivement, mais on ne peut pas tout faire, monsieur le ministre, et voilà, voilà quelles sont les coopérations qu'on privilégie, c'est pour ça qu'on est en train de développer une stratégie internationale de sécurité civile. Merci. Un dernier chapitre, j'ai envie qu'on parle vraiment des acteurs du terrain. Alors je prends l'exemple des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur la polyvalence des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, un pompier fait du feu, fait du secours à victimes, du secours routier. Est-ce que finalement, vous vous posez la question à l'horizon
Alors 2050, c'est peut-être un peu loin, mais est-ce que cette polyvalence va être toujours de mise avec une évolution du changement climatique, ou peut-être il faudra être plus spécialisé dans tel domaine que dans un autre? Est-ce qu'un pompier pourra toujours faire un peu toujours la même chose? Et pareil pour les associatifs au final, qui sont capables aujourd'hui d'absorber beaucoup de missions différentes. Est-ce qu'il va pas falloir à un moment sectoriser un petit peu les domaines de compétences? Alors, Dr Bergigna. Alors déjà, il faut qu'on se ressente sur nos missions. Actuellement, il y a plein de missions que l'on réalise qui doivent être faites par d'autres personnes, notamment des transports sanitaires qui occupent une grande partie de nos missions. Et donc il faut déjà qu'on se ressente sur le métier qui est la gestion des crises, l'incendie, le secours routier et le secours et soins à personne en urgence. Déjà, si on se recentrait sur ça, ça serait pas mal. Après, c'est un peu l'évolution sociétale. On a de plus en plus de techniques à mettre en œuvre. On a des techniques qui se spécialisent. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra se spécialiser. Mais je ne pense pas que ce soit le changement climatique et ce qui en découle sur le terrain qui nous implique une non-diversité qui est un peu la spécificité aussi des sapeurs-pompiers français. Après, au contraire, cette multicapacité, je pense, peut être une force dans la réponse. J'en veux pour preuve, quand on a des inondations, quand on a des feux de forêt, la réponse elle est assez basique en termes de spécificité. C'est pas de la très grande réanimation qu'on va faire, c'est pas de l'attaque spécifique sur de feux industriels ou tout ça sur les feux de forêt. Et c'est plutôt notre capacité à pouvoir rebondir qu'il va falloir gérer. Ça n'implique pas, bien sûr, ça élude pas plutôt votre question qui est il faudra qu'on monte en compétences. Et comment on va le faire dans tous les domaines? La question reste posée, on y travaille. Mais je pense que ça serait dommage, et notamment au fin fond des territoires, de se passer de cette complémentarité. Parce que s'il faut un sapeur-pompier volontaire spécifique sur les soins d'urgence, un sapeur-pompier volontaire spécifique sur le feu, un sapeur-pompier volontaire spécifique sur les risques techniques, il va falloir 3 fois plus de sapeurs-pompiers volontaires. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Voilà, je n'ai pas de solution à vous apporter, je ne suis pas un peu Madame Irma, mais la réflexion, elle est peut-être un peu là, avec peut-être dans certains endroits des équipes hyper spécialisées pour résoudre à tel moment une telle problématique, un peu comme nos équipes risques chimiques ou risques radiologiques. Mais pour répondre à la diversité des crises, la diversité des capacités est peut-être une solution en attente de meilleure. Alors pour rebondir, effectivement, sur les missions de retour à la vie normale, les compétences sont quand même assez basiques. C'est surtout gérer l'organisation qu'il faut mettre autour et être garant de cette organisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va dire que dans l'engagement, nos bénévoles s'engagent facilement sur ces missions de soutien à la population parce que c'est aussi l'accomplissement de leur engagement au quotidien qui permet d'aider la population, d'être utile, etc. sur les valeurs de l'engagement. Pour répondre, je dirais, aux sollicitations qui pourraient devenir beaucoup plus fréquentes, c'est peut-être une politique RH qu'il faut faire évoluer et que nos bénévoles soient, les encadrants finalement de ces réserves de citoyens. Le citoyen en aide spontanée qui est très difficile à gérer parce que ils veulent aider et c'est difficile à encadrer. Donc les vrais efforts qu'on doit faire, c'est je pense sur la partie d'encadrement, d'encadrer ces citoyens volontaires qui veulent aider. Et comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas avoir des spécialistes en tout. On ne peut pas avoir une multitude de personnel engagé au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment travailler sur l'encadrement d'aide ponctuelle. Et toutes les catastrophes font voir que les Français sont quand même solidaires et ils veulent aider
au moment des crises, mais c'est l'engagement qui change aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément sur des engagements de longue durée, mais des engagements ponctuels qui sont utiles à un moment donné. On l'a vu sur l'effet après-attentat où on avait beaucoup de citoyens qui voulaient, s'engager dans l'association. On l'a vu au moment du Covid où on a eu des nouveaux bénévoles qui sont venus s'engager, mais c'est parfois des bénévoles un peu éphémères qui sont là quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et on le voit encore là gérer sur la partie de la nouvelle crise qui arrive face au conflit, où on a des nouvelles personnes qui cherchent à s'engager dans l'association, même si on est assez éloigné. On n'a pas encore fait à gérer d'appels spécifiques, mais voilà, on sait qu'on va accueillir de nombreux déplacés gérés sur notre territoire. Et là, on sait que très facilement, on va avoir des bénévoles qui vont vouloir renforcer les associations. Donc, pour moi, c'est vraiment une politique RH qui permet d'encadrer, gérer ces bénévoles spontanés qui répondent à un besoin ponctuel. Très bien. Je vais me tourner vers vous pour peut-être un peu la conclusion de cette conférence, mais depuis tout à l'heure, on parle au futur, on parle à des horizons différents. Moi, j'aimerais savoir comment vous travaillez chez Météo France. Est-ce que vous établissez différents scénarios que vous proposez ensuite aux acteurs de la Direction générale de la sécurité civile? Est-ce qu'on sait vraiment vers quoi on va? Comment est-ce qu'on anticipe en fait ces risques climatiques? Et puis après, comment vous faites le lien en fait avec la Direction générale? Alors, sur le comment, donc effectivement, il y a une petite question méthodologique. Comment on travaille? Comment on peut savoir que le changement climatique, comment on peut objectiver le changement climatique? Alors, pour commencer, on fait des mesures. On fait des mesures de manière normée depuis le 19e siècle, grâce à l'Organisation Météo Mondiale, qui est la deuxième organisation internationale la plus ancienne. Alors, elle ne s'appelait pas comme ça au début, mais elle s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc ces mesures sont normées, ce qui permet d'avoir des séries de mesures de température homogènes sur plusieurs décennies et quelquefois sur plusieurs siècles, enfin, sur 2 siècles. Et ça permet, avec ces séries longues, d'objectiver les dernières évolutions du climat. On peut reconstituer les climats passés sur des séries beaucoup plus longues. Alors, par exemple, avec les sédiments au fond des océans, on sait que tel type d'organisme animal ou végétal ne peut se développer que dans certaines conditions. Ce qui permet de savoir que quand on le retrouve dans telle strate géologique, à cette époque-là, il faisait cette gamme de temps. Et pour aller encore plus loin, dans l'intermédiaire, parce que ça, là, on est sur des millions d'années, pour aller un peu moins loin, donc on fait des analyses, notamment des laboratoires comme le CEA ou l'IPSL à Paris fait des analyses de bulles d'air emprisonnées dans les calottes glaciaires, donc avec des carottages. Et on y trouve des pollens, on y trouve des concentrations de gaz à effet de serre, on y trouve plein de choses. Et ça permet de reconstituer les climats du passé. Et donc là, j'ai répondu qu'au début de la question. Pour reconstituer les climats du passé, donc on peut les reconstituer de manière assez fidèle sur 800 000 ans. Et sur 800 000 ans, on voit des cycles de 100, 120 000 ans, avec des périodes chaudes, des périodes froides. Donc la dernière période froide, donc la dernière glaciation, c'était il y a 40 000 ans. Et depuis, on se réchauffe. Et on va vers une période chaude. Et on est à peu près, avant qu'on parle des 2 derniers siècles, on arrivait en haut d'une période chaude. Et en fait là, je vais vous expliquer après comment ça se démontre, on est en haut d'une période chaude que grâce aux activités humaines, on réchauffe encore plus. Donc on va vers une période plus chaude que celle que la Terre a connue depuis 800 000 ans. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'a jamais existé. Il y a eu des périodes aussi chaudes par le passé, mais il n'y avait pas d'espèces humaines sur Terre à l'époque. Il y avait des dinosaures. Mais donc la Terre a déjà. D'ailleurs, la Terre n'a pas de problème. Il ne faut pas sauver la Terre. La Terre, elle se sauvera toute seule. Le climat de la Terre existera toujours. L'humanité, pas forcément. Mais donc l'humanité, dans les 800 000 dernières années, elle existait sous différentes formes. Il y a 50 000 ans, pendant la dernière glaciation, il y avait des Français, enfin des gens qui habitaient sur le sol, qui est aujourd'hui la France, dans la grotte Chauvet. Ils ont même fait des dessins. 20 000 ans après, ils ont fait des dessins à Lascaux. Depuis, on est devenu ça. Donc ce climat, il a évolué, il a toujours évolué. Sauf que là, on va vers une évolution que l'humanité n'a jamais connue. Ça, c'est un premier point. Et ça, on peut le démontrer. Le GIEC l'a démontré depuis longtemps.
Et comment on démontre que ça, c'est dû aux activités humaines? Parce que pour l'instant, on l'a pas démontré. Enfin, je ne vous l'ai pas encore expliqué. Et ben, tout simplement parce que avec les outils qu'on a, qui sont des modèles de prévision météorologique, on a converti en modèles climatiques qui sont basés sur les équations de la thermodynamique. C'est de la science physique, de l'atmosphère, de l'océan et des systèmes vivants. Donc, en mettant ces éléments en équation, on reproduit le système Terre dans son ensemble, avec l'équilibre radiatif donc, du Soleil qui apporte de l'énergie. On représente aussi les évolutions astronomiques. On représente aussi les éruptions volcaniques. Donc le Soleil, tous les 11 ans, a des cycles d'activité qui fait des chauds et des froids de petite amplitude. Les éruptions volcaniques, une grosse éruption peut faire descendre la température d'un demi-degré sur Terre pendant quelques années. Donc tout ça, on les met dans les modèles. Et avec ces modèles, si on n'injecte pas les gaz à effet de serre d'origine humaine, on n'arrive plus à reproduire le climat qui se passe aujourd'hui depuis plusieurs décennies. Et c'est comme ça qu'on démontre que c'est les gaz à effet de serre d'origine humaine qui sont à l'origine du changement climatique aujourd'hui, constaté aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie de la question. C'est comment on travaille. La deuxième partie, ces modèles qui ont servi à reconstituer le climat du passé, il suffit de les laisser tourner sur plusieurs années et on voit ce que ça donne au bout de 20 ans, 100 ans, etc. Donc maintenant, on les fait tourner sur 200 ans. En particulier, on s'aperçoit qu'on peut faire des expériences pour voir l'inertie du climat. Si on voulait... Si on veut se donner une idée de l'inertie du système climatique, on essaye par exemple d'arrêter de faire tourner la Terre. On peut faire ça dans un modèle. Il faut 200 ans pour que l'océan devienne lisse et qu'il n'y ait plus une vague. Donc imaginez l'énergie qu'il y a là-dedans en fait. Donc c'est avec des expériences modèles comme ça qu'on peut objectiver en fait ce qui va se passer. Et comment ensuite comment ça, alors ça c'est intéressant pour les scientifiques du climat de l'océan, mais comment on en fait quelque chose d'intéressant pour des acteurs de terrain en termes de sécurité civile? C'est l'étape d'après. Et l'étape d'après, elle dépend des problématiques qu'on se pose. Si la problématique, c'est une problématique sanitaire pour des populations, on veut objectiver les vagues de chaleur. Donc on pose la question aux équipes de recherche. La question elle peut se poser de différentes manières. À quelle vague de chaleur je vais avoir affaire à l'avenir? On prend les références du passé, 2003, 76, d'autres vagues de chaleur, 2017, 2019, et on essaye de reproduire ça avec les modèles. La manière dont la trace se retrouve dans le modèle, on essaye de retrouver cette trace dans les projections futures, et on calcule des fréquences d'occurrence dans le futur. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer que la canicule de 2003, ce sera une année standard en 2050. Donc, année standard, ça veut dire que d'ici 2050, la population, parce qu'il y a une adaptation spontanée de la population, il y a des optimums thermiques, monsieur est médecin, vous le savez, il y a des températures pour lesquelles il y a un minimum de mortalité. Et ce minimum de mortalité, la température qui correspond à ce minimum de mortalité n'est pas la même à Brest qu'à Aix-en-Provence, n'est pas la même dans les autres... mais il y a une adaptation en fait, qui est culturelle, qui est aussi comportementale, mais qui est aussi physiologique. Et donc il y a ces éléments d'adaptation qui dépendent de facteurs type vague de chaleur. Alors ensuite, ça c'est le cas général, mais on peut poser la question aussi, quelle est la variation de probabilité d'occurrence de la vague de chaleur de 2003 entre aujourd'hui et il y a 100 ans? Il y a 100 ans, elle était pratiquement impossible. Aujourd'hui, on est sur une durée de retour cinquantennale, centennale. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en 2050-2070, la durée de retour, ça sera 1 an, 2 ans. Donc, on peut répondre à des questions comme ça. Donc ça, c'est les questions générales. Mais après, on peut aller sur des choses beaucoup plus spécifiques. Si vous avez un enjeu vital, la question peut être à quel moment je vais atteindre la probabilité de dépasser tel seuil. Par exemple, vous avez un dispositif de refroidissement sur une centrale nucléaire à Fukushima qui aura de l'eau. Vous voulez vous prémunir de certaines vagues. Vous faites un mur de 4 mètres. Mais en fait, les tsunamis, ils peuvent être beaucoup plus. Mais avec 4 mètres, vous vous prémunissez d'un type de risque. Avec 7 mètres, d'un autre type de risque. Et donc, la question de la montée des océans, on peut l'aborder comme ça. À partir de quel moment mon risque devient insupportable? Et la conclusion, ça peut être soit je fais un mur, soit je déménage, soit je fais pas de centrale, soit voilà. Mais après, la réponse, elle dépend aussi de la manière dont on pose la question et du risque qu'on peut supporter. On va pas, par exemple... non, on va pas. Je sais pas ce qu'on fera. Chacun fera ce qu'il voudra. Mais il y a plein d'enjeux qui sont construits sur des zones littorales basses aujourd'hui en France.
un sujet, c'est l'urbanisation de ces zones littorales basses. Sachant que pour 20 cm de hausse du niveau marin, 20 cm c'est pas beaucoup, hein, mais en termes de débordement en arrière littoral, c'est plusieurs dizaines de mètres, plusieurs centaines de mètres, suivant la configuration du littoral, dans les cas extrêmes. Et donc ça pose la question de l'aménagement littoral. Donc les aménageurs aujourd'hui, la question qu'ils posent, mais c'est la même question que les stations de ski de basse altitude, c'est pendant combien de temps je peux continuer à faire comme aujourd'hui ? Sachant que l'enjeu pour le particulier, c'est de ne pas être le dernier propriétaire. Parce que lui, il va tout perdre en fait. Donc l'enjeu collectif, c'est que personne soit dans cette configuration de tout perdre. Voilà, donc comment on passe du modèle climatique à un traitement d'enjeux de société. Donc je vous ai pris quelques exemples en parcourant tout le spectre. Et donc justement, vous, à partir de ces enjeux et de tout ce que vient de nous dire Monsieur Mondon, comment vous en saisissez vous à la DG ? Et alors vous nous l'avez dit, les recommandations ne sont pas encore sorties, et voilà, mais elles vont être de quel ordre en fait ? Est-ce que voilà, c'est juste de la préconisation ? Est-ce que ça ne touche que les acteurs de la sécurité civile, ou est-ce que ça va au-delà avec voilà, est-ce que ça concerne les populations en général ? Alors on était vraiment sur un travail interne à la DGSCGC, donc vraiment tourné sécurité civile, et on a quand même déjà 90 recommandations qui ne concernent que nos domaines, autant sur les termes de doctrine que d'organisation, que de moyens, parce que on l'évoquait en termes de tension capacitaire et de moyens situés stratégiquement et à renforcer. Au-delà de ça, il y aura sûrement aussi des nouveaux modes de protection à développer pour la tenue, par exemple, des sapeurs-pompiers sur les feux de forêt. Une fois qu'on aura des températures supérieures et des feux plus importants, c'est leur intégrité physique qui sera en question aussi. Donc là-dessus, on sait d'avance qu'il va falloir innover, rechercher, ou en tout cas, on va exploiter le potentiel proposé par d'autres, parce que je ne doute pas qu'il y ait des recherches sur le sujet au-delà de l'impulsion qu'on pourra donner. Donc là-dessus, on a quand même vraiment du travail à faire, y compris sur les moyens. Pardonnez-moi, j'ai perdu mon fil, mais dans l'idée, c'est effectivement, on part du diagnostic climatique, on analyse sur l'opération sécurité civile quelles conséquences ça a, et les recommandations, voilà, elles sont sur des grandes thématiques, mais vraiment il y aura sûrement de l'organisationnel, parce qu'on ne voit pas comment on peut faire sans remanier un petit peu. Il y a de la formation, la doctrine devra nécessairement évoluer pour le coup, pour s'adapter. Là, on était sur une commande particulière à Météo France, qui sort du cadre habituel de nos échanges. Vous m'interrompez si je dis des bêtises, mais avec ce cadre 2050 en objectif, parce que voilà, une feuille de route, ce sera vraiment avec un suivi très régulier. 30 ans, pour autant, ça paraît loin. C'est demain en termes de changement climatique, mais ça paraît loin. Donc, nous, on avait cet objectif-là. 30 ans, des actions récurrentes pour arriver au bout du bout à une sécurité civile qui soit apte à faire face aux problématiques qui se poseront d'ici 2050, parce que 2050, c'est pas en soi l'émergence de toutes les problématiques. Donc, voilà, Oui, non, très bien. Et qui va arbitrer, en fait, au final ? Et qui va arbitrer, et ça va se mettre en place au bout de combien de temps ? Alors là-dessus, je suis pas sûre de pouvoir m'avancer énormément. On a tous en tête les calendriers, ne serait-ce que présidentiels, qui peuvent rejouer un peu sur les ministères. Pour autant, on est en cours d'arbitrage et de priorisation sur ces 90 recommandations, parce qu'elles ont à la fois des mises en œuvre parfois très courtes. Pour tout ce qui est européen, on disait qu'il y en avait déjà beaucoup de choses qui sont initiées. Pour le reste, il y a des recommandations qui peuvent s'établir sur 20 ans ou qui ne peuvent s'initier que dans 10 ans. Donc, voilà, il y a parfois des facteurs comme ça qui influent sur la nature même des recommandations. Donc ils sont en cours de priorisation en ce moment même. Il y a une réunion en parallèle avec mes collègues. Ensuite, c'est le directeur général de la sécurité civile qui, lui, retiendra ce qu'il veut. Bon, pour le coup, encore une fois, on est sur une décision politique avec une remontée au ministre. Et j'avoue que pour la suite, je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, parce que le calendrier est ce qu'il est. Et en plus, c'est bien au-delà de mes compétences à moi. Mais... Vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste dire un mot, parce que Madame Marion est modeste, hein, mais cet exercice est à l'initiative de la DGSCGC et qui se veut rassembleur et large et fédérateur, déjà déborde de la DGSCGC, pardon, il a associé d'autres entités et surtout il est innovant. Ça n'a jamais été fait en fait, hein. Tout simplement, ça n'a jamais été fait à cette échelle-là dans une DG d'administration centrale, ni en France ni en Europe. Ailleurs, je ne saurais pas dire, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais donc c'est à souligner. Et si on en parle aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Donc Madame Marion est modeste, mais
effectivement, il faut être prudent sur les produits sortis, mais déjà l'effet de le fait de poser la question et de chercher à la traiter collectivement à cette échelle-là, c'est déjà quelque chose de très important et c'est quelque chose qui nous fait tous monter en compétences, nous aussi, y compris au niveau de l'aspect physique des choses, puisque la manière dont on nous pose les questions est un peu différente et ça nous amène à questionner aussi la manière dont on y répond. Et ça nous fait progresser dans l'interaction entre les métiers qui sont des métiers de cultures complètement différentes, mais qui ont besoin chacun. On parlait tout à l'heure de transversalité, d'interopérabilité. Ça commence par ça en fait, être capable de traiter les problèmes ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ça Et je me tourne vers la salle. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous avez besoin de précision? Non? Oui? Ouais, j'arrive. Bonjour, merci de me donner le micro. J'ai juste une question par rapport au changement climatique. On sait aussi qu'il y aura des répercussions, je pense, économiques. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est mise en place par rapport à l'économie pour le financement des services de sauvetage? Parce que s'il y a un effondrement, on a vu avec la pandémie, l'économie ne suit pas forcément. Et puis les services de sauvetage, vous parliez de l'acquisition de nouveaux matériels, il faudra un financement. Et puis avec cette rupture en fait dans le climat, et on pourra avoir des récupérations économiques aussi, et puis avec des problèmes de financement des services de sauvetage. Qui est en capacité de répondre? Sur les services en soi, moi je vais être un petit peu limitée. Après, pour revenir sur les 90 recommandations qu'on a établies, elles sont budgétées. Parce qu'effectivement, parfois c'est colossal comme moyen qu'il va falloir solliciter en termes de personnes, mais nécessairement d'économies derrière. Donc là-dessus, il y aura nécessairement un budget alloué, nous, suite à ce travail de réflexion. Après, j'avoue que sur les services de sauvetage, ça dépasse largement mes connaissances à moi. Je sais pas si... Juste pour dire, de toute façon, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, il va falloir investir. Et c'est pour ça qu'il faut un portage politique. Mais on parle tout le temps de ce que coûtent les secours et jamais de ce que, en fait, ils permettent de sauver. Le coût du sauver est jamais inclus dans notre réflexion. Et il y a des chiffres qui circulent que si, pour l'instant, le réchauffement climatique, si on fait rien, ça va coûter pas loin de 130 milliards par an. À l'aube de 2050, ça va être pas loin de 300 millions. Et donc 300 milliards, pardon. Et donc, de toute façon, cette dépense, elle aura lieu si on fait rien. Et il va bien falloir, et la preuve, la DGSCGC a fait ses recommandations avec des budgets. Et au niveau des collectivités territoriales, avec l'aide de l'État, il faudra que le pacte capacitaire augmente, il faudra qu'il y ait des mesures, bien sûr, financières. Mais de toute façon, si on ne fait rien, hormis l'aspect humain et tout ça, l'aspect économique sera catastrophique. Et j'imagine qu'au niveau de l'Europe, il y a aussi un enjeu économique et que peut-être que là, est-ce que les pays tirent un peu la couverture comme ça sur ce Alors, sujet? il y a plusieurs moyens de financer, de répondre à votre question avec des financements européens. Soit vous faites face à une catastrophe qui nécessite de réparer l'existant et de développer des nouveaux moyens. Auquel cas, si c'est une catastrophe, donc en fonction du montant de la catastrophe et de votre PIB, c'est calculé en fonction du PIB justement, parce que la Commission considère qu'en dessous d'un certain niveau, vous avez les moyens vous-même d'agir, mais la Commission va compléter. Si en plus c'est une catastrophe qui a touché 2 États membres, vous mettez à 2, c'est encore mieux. Mais ça ne répond pas tout à fait à votre question. Votre question, elle est plutôt prévisionnelle. Et là, effectivement, le rôle d'un État membre, s'il va avoir des financements européens, c'est de dire, là j'ai un problème que je suis pas en mesure, auquel je ne suis pas en mesure de répondre tout seul en matière de financement. Qui plus est, il répond à des possibilités européennes. Et c'est un problème qui n'est pas uniquement celui de la France, mais qui est aussi celui de l'Italie. Voilà. Et donc là naît l'idée de consortium, ce qu'on appelle au niveau européen. Et donc on peut bénéficier comme ça de gros financements. C'est jamais à 100%, mais quand vous financez une embarcation à 80%, il vous reste déjà plus grand-chose à financer. Voilà. Donc après, il y a des règles, il y a aussi la Commission européenne qui va dire bah tiens, moi je lance tel projet parce que j'ai plusieurs remontées d'États membres qui me signalent de ce problème. Ça peut être une initiative, voilà. Donc ça commence doucement puisque je vous ai dit le mécanisme RescEU, il a été créé il y a 3 ans, mais on sera déjà les premiers à en bénéficier avec 2 Dash. Voilà, il y a tout un tas. Enfin, je dis Dash, mais c'est type.
Voilà, après, il y a aussi d'autres opportunités. Il y a les plans de relance européens qu'on lance, etc. Il y a moyen de moyenner, il y a moyen de trouver. Bon, après, c'est pas non plus réponse à tout, hein, soyons d'accord. Hein. Je voulais juste ajouter un élément. Alors que je ne vais pas répondre à comment on finance les moyens de secours. Par contre, je vais donner des éléments de réponse sur est-ce qu'il y a des études économiques. Alors oui, il y en a. Oui, il y en a. La Caisse centrale de réassurance en fait depuis un certain temps et tous les assureurs en font parce que l'augmentation des remboursements, c'est quelque chose de préoccupant. Et en tendanciel, la conclusion, c'est pas la mienne, hein, c'est la conclusion de la Caisse centrale de réassurance dans sa journée CCR4 l'année dernière. En tendanciel, c'est que avec les paramètres d'aujourd'hui, le système ne tient pas dans la durée. Tout simplement, le système d'assurance et de réassurance ne tient pas dans la durée. Donc ça veut dire que soit on paramètre différemment, soit on fait différemment, mais il faut faire quelque chose. Donc l'inaction n'est pas possible. C'était ça le message. L'inaction n'est pas possible. Et l'autre point, pour revenir à ce que disait monsieur, la difficulté dans toutes les négociations nationales ou internationales auxquelles j'ai participé sur le climat ou sur la prévention des risques, c'est de valoriser le dommage évité. Et valoriser le dommage évité, c'est difficile parce que c'est toujours potentiel, c'est plein d'hypothèses. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, oui, mais est-ce qu'on est sûr de l'avoir vraiment évité? Et ben non, on n'est pas sûr, mais vaut mieux pas essayer en fait. C'est ça le truc, hein, vaut mieux pas essayer. Mais c'est un sujet général de prévention des risques, c'est un sujet qu'on aura toujours, parce que le coût évité, on ne pourra jamais démontrer qu'on l'a vraiment évité. Mais c'est un débat vieux comme le monde, hein, qui remonte à Voltaire et Rousseau sur le tremblement de terre de Lisbonne, la question de la prévention, la question de la fatalité. Voilà, mais on n'a pas le choix, il faut y aller, et à un moment, il vaut mieux investir dans ça que d'en prendre des risques, que augmenter ses vulnérabilités. Donc, mais ce point-là est traité par le secteur économique parce que c'est la rentabilité de demain. Les stations de ski aujourd'hui, les questions qu'ils nous posent, c'est pendant combien de temps je peux exploiter telle partie du domaine? Parce que le retour sur investissement d'une remontée mécanique, c'est 30 ans. Mais dans 30 ans, il y aura pas plus de neige, mais il y en aura une année sur 5 à cet endroit-là, au lieu d'une année sur 2 aujourd'hui. Donc un changement de rentabilité sur des équipements comme ça, on n'investit plus là en fait, tout simplement. Mais encore faut-il s'être posé la question, parce que sinon on a investi quelque chose pour 30 ans et au bout de 5 ans on ne peut plus l'utiliser. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, d'autres commentaires, écoutez, on va mettre fin à cette table ronde. Merci d'avoir participé, puis je vous souhaite une bonne continuité pour le salon.